Salut chers auditeurs, salut chères auditrices, bienvenue dans Sans Algo, le podcast qui vous en fait découvrir d'autres. Je suis Mathilde Mélin, journaliste pour Slate.fr et exploratrice du monde radiophonique dans ses moindres recoins. Cette semaine, c'était la 2e édition de la Fête de la Radio, un grand événement national pour célébrer le paysage radiophonique français comme il se doit. Je me suis dit que ça pouvait être pas mal de célébrer moi aussi la radio en vous proposant d'écouter ou de réécouter une émission de radio que j'adore. Alors bien évidemment, je vais pas vous présenter l'une des grosses émissions qui caracole en tête des classements de podcasts tous les mois, vous vous en doutez bien. Non, je vais plutôt vous emmener du côté des grilles d'été des radios qui sont souvent une mine d'or pleine de petites pépites, pourtant vite archivées dès la rentrée de septembre. Je dois avouer que j'ai un faible pour la grille d'été de France Culture et notamment pour l'une des émissions de 2019 que j'avais adorée. Cette émission, c'est Un été en Antarctique, un documentaire produit par le journaliste Nicolas Martin. Si vous êtes auditeur ou auditrice fidèle de France Culture, ce nom vous dit sûrement quelque chose, puisqu'il est aussi l'animateur de l'émission quotidienne La Méthode Scientifique pendant la grille normale, si je puis dire. Mais revenons-en à nos moutons. Un été en Antarctique, c'est une sorte de journal de bord en 10 épisodes du voyage qu'a pu faire le journaliste en 2019 jusqu'à la base Dumont-d'Urville, une base française en Antarctique. Pour y aller, il a dû faire 30 heures de voyage avant d'embarquer à bord de l'Astrolabe, un brise-glace à la coque rouge qui doit les emmener jusqu'à Dumont-d'Urville en 1 semaine de navigation quand même. Je dis les emmener parce que Nicolas Martin n'est pas parti tout seul, évidemment. Il s'est greffé à un groupe d'hivernants, c'est-à-dire 25 personnes environ qui arrivent sur la base pour y passer 1 an, dont 9 mois en autarcie quasi totale. Il y a des ornithologues, des glaciologues, des menuisiers, des mécaniciens, un médecin et mon préféré, Tony, un jeune homme pour qui cette aventure a une saveur un peu particulière. Évidemment, Nicolas Martin lui demande ce qu'il fait sur ce bateau vers le bout du monde. Et pour faire quoi ? Alors moi, je serai le boulanger-pâtissier de Dumont-d'Urville pendant la TA69. Alors j'ai 20 ans et c'est vrai que j'ai jamais pris l'avion, j'ai jamais pris le bateau avant aujourd'hui, donc c'est un grand nouveau, quoi. Et il s'en est bien sorti. Oui, parce qu'on vous a perdu à l'aéroport, c'est ça ? Vous êtes retrouvé tout seul, c'est ça ? Il avait un vol tout seul pour lui. Oui, c'est ça. En fait, l'Institut Polaire a réservé donc tous les billets d'avion. Et pour moi, entre Melbourne et puis Hobart, en fait, l'Institut Polaire s'est trompé dans le billet. Et j'ai pris une autre compagnie, donc je suis monté seul dans un avion. Alors je ne parle pas anglais, donc très compliqué pour moi. C'est une vraie grande aventure. Voilà, c'est ça, c'est l'aventure qui commence. Et comment ça se passe ? Parce que là, c'est vrai que tout le monde est un peu mélangé sur l'Astrolabe. Il y a le personnel technique dont vous faites partie, puis il y a le personnel scientifique. Comment est-ce que ça se mélange tout ça, Tony ? Je pense qu'on est tous différents, mais on a tous quand même la passion pour l'Antarctique, donc on finit, on est quand même tous pareils. Et moi, du coup, j'ai la chance d'être le boulanger-pâtissier, donc tout le monde a intérêt de m'aimer, parce que sinon, gare à eux, sinon. On l'entend un peu dans sa voix. Sur l'Astrolabe, il y a un mélange d'excitation et d'appréhension, surtout pour tous ceux qui vont en Antarctique pour la première fois, y compris pour Nicolas Martin d'ailleurs. Que ce soit pendant la semaine de voyage aller ou pendant la semaine qu'il passe sur place, le journaliste devient un peu le confident des états d'âme des différents membres du groupe. C'est assez surprenant à écouter tous ces gens partis vivre dans des conditions extrêmes, seuls pendant 1 an. Les nouveaux arrivants ont d'ailleurs droit à un petit pitch de bienvenue, pas tout à fait rassurant. Au niveau des déplacements, donc comme je vous disais, la circulation sur les passerelles, ça arrive chaque année, c'est pas juste pour l'anecdote. Les passerelles, elles ont l'air super comme ça, elles sont quand même particulièrement glissantes, surtout avec les conditions qu'on a de météo en ce moment où on tourne autour du zéro, avec du gel et du dégel. Bon, si on vous fait une présentation tout de suite, sur le plan médical, c'est parce qu'ici les conditions sont quand même très particulières. Donc les moyens qu'on a ici, l'hôpital il est situé au 42. Il y a un médecin en permanence, du moins en permanence sur la base. C'est un mini-hôpital, il y a tout ce qu'il faut, un bureau, une salle de soins, un cabinet dentaire, un matériel de laboratoire et un matériel de radiologie. Donc vous voyez que vous avez quand même une grande richesse puisque pour 50 personnes l'été et pour 24 l'hiver, vous avez beaucoup plus que la population moyenne. Donc les particularités de la médecine ici, donc c'est l'isolement extrême. On est quand même dans une des zones les plus isolées de la surface du globe et la moins accessible.
Les rapatriements, ça peut se faire l'été. C'est déjà lourd. Par contre, il ne faut pas compter dessus pour l'hiver. Il faut considérer qu'on est en zone inaccessible l'hiver ici. Donc il faut toujours avoir ça dans un petit coin de la tête. Il ne faut pas que ce soit un blocage, mais il faut le savoir. Le décor est planté, les hivernants savent à quoi ils s'exposent. Enfin bon, vu qu'ils ont dû lâcher toute leur vie, n'emmener que 120 kilos de matériel et d'effets personnels par personne pour aller vivre dans la nuit polaire avec 25 inconnus pendant 1 an, ils devaient bien s'en douter un peu. Dans le documentaire, il y a évidemment pas mal de conversations sur la santé mentale, l'isolement, la promiscuité et la vie en collectivité. Je vous avoue qu'il est possible que j'ai réécouté Un été en Antarctique au début du premier confinement pour trouver des clés et surtout pour voyager avec mes oreilles. Parce que ce podcast, c'est avant tout un petit bijou de réalisation. Autour des interviews, il y a des dizaines d'ambiances sonores de vent, de neige, de manchots, de glace. C'est vraiment prenant. La première fois que je l'ai écouté, et c'était en plein été, j'ai carrément eu froid. Je vous jure que c'est vrai. Et en plus de tout ça, il y a aussi la musique qui est vraiment très belle. Au début de chaque épisode, il y a un petit montage qui sert un peu de générique et qui vous donne une bonne idée du travail sonore qui est fait sur ce podcast. Je vous conseille de l'écouter au casque, vous allez comprendre. On voit les premiers gros morceaux de glaçons et au loin la banquise toute disloquée, donc le pack de glace quoi. Communication de la passerelle, nous venons de franchir le cercle polaire antarctique. On vient de croiser une baleine, on a vu nos premiers manchots empereurs, nos premiers phoques, sans parler des oiseaux, c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire quoi. Enfin, il n'y a rien de plus qui ressemble à un iceberg qu'un autre iceberg, mais c'est grandiose quoi, de voir tout ça, tous ces manchots là partout, c'est juste incroyable. Quand même, en voyant ça, ça doit quand même aider à vouloir défendre la planète, quoi. Je sais pas, je dirais que j'ai la tête vide là, je suis juste super calme, puis super apaisé. Je sais pas, je me sens tout petit et j'ai un peu froid aux mains. Donc voilà, on est là sur l'île du Lion, et on va aller sur l'île des Pétrels sur laquelle il y a la base de Dumont d'Urville. Bienvenue, on est content de vous voir. J'ai encore 1000 choses à vous raconter sur ce documentaire que j'adore. Je pourrais vous parler du discours sur l'écologie qu'il porte un peu en sous-texte, du petit sentiment d'être dans un roman de Jules Verne quand on l'écoute, ou de tel ou tel personnage qui est passionnant, mais je vais plutôt vous dire que ça parle aussi beaucoup d'ornithologie et notamment de manchots, qui sont un peu les stars de la base Dumont d'Urville. C'est là-bas, d'ailleurs, qu'ils ont tourné le film La Marche de l'Empereur, mais dans Un été en Antarctique, ce sont les manchots Adélie qui sont les vedettes. C'est une autre race de manchots, mais beaucoup plus petits. Allez, je vous mets un petit extrait de l'épisode sur les manchots et après, promis, j'arrête de tout spoiler. Mardi 11 décembre. Si l'on devait faire un portrait robot des habitants de Dumont d'Urville, on pourrait dire qu'il y en a 2 types, en fonction des saisons, ceux qui viennent y passer l'été, les autres l'hiver. En général, ceux qui hivernent sont plus gros, plus robustes que les estivants, et surtout, été comme hiver, ils sont partout. Ce sont eux les vrais maîtres de la base. Entre les bâtiments, sous les bâtiments, des passerelles sont installées pour ne pas les perturber, ils peuplent les amas rocheux par milliers, où que l'on tourne la tête, ils sont là, les manchots. Ce sont eux que l'on voit, eux que l'on entend, et eux que l'on sent avant toute autre chose lorsqu'on pose le pied à terre. L'été, c'est la saison des adélies, qui viennent nicher, alors que les stars de cinéma, les empereurs et leurs poussins, eux, reprennent la mer. Voilà, vous avez une petite idée de ce qu'est Un été en Antarctique, un long documentaire hyper bien réalisé qui mérite vraiment qu'on s'y arrête. Pour en savoir un peu plus sur les coulisses de cette émission, qui a déjà 3 ans, j'ai invité Nicolas Martin au micro de Sans Algo. Bonjour Nicolas Martin. Bonjour Mathilde. Qu'est-ce qui vous a donné envie de voyager jusqu'en Antarctique ?
Le point de départ d'un été en Antarctique, c'est une émission de la méthode scientifique sur les banquises et où, en sortie d'émission, je discute avec les invités et je leur dis « Mais moi, je rêverais d'aller en Antarctique ». Et l'un des 2 invités, qui est de l'Institut polaire, me dit « Ah, mais vous savez, parfois, il y a des journalistes qui peuvent partir pour faire du reportage, etc. » Et donc, c'est né comme ça. Et donc, du coup, moi, je me suis accroché à cette idée vraiment comme une araignée sur un rocher. Et puis voilà, et puis ça a été rendu possible. Et du coup, j'ai pu partir faire ce documentaire. Comment ça s'est passé pour proposer le projet à France Culture? Vous êtes allé voir, la direction des programmes et vous leur avez dit: «J'ai une idée de programme d'été»? C'est exactement comme ça que ça s'est passé. Je suis allé voir Sandrine Trainer et je lui ai dit: «Écoute, j'ai une opportunité folle, c'est de partir, de faire une rotation, d'1 mois en Antarctique. Ce serait super pour un programme d'été», et Sandrine Trainer m'a dit très rapidement: «Allons-y, c'est parti, on y va». Vous êtes parti tout seul? Je suis parti tout seul, oui. Alors ça, je suis parti tout seul pour des raisons de place, parce qu'évidemment, les places sont chères, sur le bateau, ensuite, à Dumont-d'Urville. Et donc, j'ai dû partir seul, alors que d'habitude, quand on part en tant que producteur sur du documentaire, on est accompagné évidemment d'un ingé son. Vous, vous présentez une émission, en plateau tous les jours pour France Culture. Refaire du documentaire dans des conditions aussi extrêmes, qu'est-ce que ça voulait dire pour vous et comment ça s'est passé? C'était assez merveilleux. J'avais refait un peu de documentaires différents, très distincts, quelques années avant, puisque j'avais fait la grande traversée sur David Bowie l'année de sa mort, où j'avais pu partir aux États-Unis, en Espagne, rencontrer ces musiciens. Donc c'était voilà, là c'était très différent parce que en fait, si vous voulez, sur place, je suis resté 8 jours à Dumont-d'Urville, puisque avant il y avait le voyage, déjà le voyage pour aller jusqu'à Hobart, c'est-à-dire en Tasmanie, au sud de l'Australie, puis les 6 jours de mer de l'Astrolabe pour rejoindre Dumont-d'Urville, puis voilà le séjour et ensuite le retour. Donc tout ça, ça prenait évidemment du temps. Et donc sur le bateau, j'ai évidemment commencé à tourner ce que je pouvais. J'ai tourné beaucoup parce que évidemment, quand on part sur ces destinations-là, c'est du one shot. On sait que si on rate quelque chose, c'est fini. On l'aura plus, on peut pas le récupérer derrière. Et en fait, très vite, quand je suis arrivé à Dumont-d'Urville, je sortais de ma chambre le matin avec mon enregistreur, avec mon Agra. Je commençais à tourner au petit déjeuner et j'arrêtais de tourner à peu près à 23h, parfois plus tard. J'ai vraiment tourné de manière totalement déraisonnable parce que j'avais tellement peur de rater que je voulais tout saisir. Je tournais des ambiances, je faisais des interviews, j'essayais vraiment de capter tout ce que je voyais parce que je voyais beaucoup de choses et que j'en prenais plein la vue et plein les oreilles. Et du coup, pour l'anecdote, je suis revenu avec 46 heures de rush. Ce qui est beaucoup pour que les auditrices et les auditeurs comprennent. Normalement, on tourne, le temps utile, c'est la moitié, un tiers. Et encore. Donc en gros, pour 3 minutes tournées, 1 minute gardée. Voilà, c'est ça. Là, du coup, il y avait 10 fois 30 minutes, donc 5 heures. Et j'ai tourné quasiment 10 fois le temps utile. Et donc vous rentrez avec ces 46 heures dans votre besace à la maison de la radio. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Vous avez travaillé avec un réalisateur, je crois? Avec Yvon Croisier, tout à fait. Vous avez un dérush des 46 heures, vous l'avez fait ensemble? Alors, ce qui s'est passé, c'est que j'avais vu Yvon avant le départ. Il m'avait d'ailleurs donné un certain nombre de conseils de tournage pour faire en sorte d'optimiser finalement ma prise de son. Et en fait, non, ce qui s'est passé, ce qu'on a décidé très vite avec Yvon, c'est de le laisser totalement neutre sur ce que j'avais tourné. C'est-à-dire que c'est lui qui a tout dérushé tout seul. Et ensuite, on s'est vu et on a confronté nos points de vue. Et c'est comme ça que sont nés les épisodes, en fait. Vous n'êtes pas parti avec une trame d'épisodes en tête? Non, je ne suis pas du tout parti avec une trame d'épisode en tête. Je me suis vraiment laissé libre de construire en fonction de ce que je trouverais là-bas. Ce que je n'avais pas du tout mis dans mes cases de prévisionnel, c'est les rencontres et tout l'aspect humain finalement de cette aventure. Et puis, comme j'arrivais finalement très peu de temps après la rupture de leur isolement, le micro a cette vertu incroyable de faire en sorte que c'est la première fois que je recueillais finalement des témoignages, je les faisais parler presque à chaud encore de leur expérience. Et puis en fait, d'un seul coup, je suis devenu leur confident et je suis devenu pour eux une première façon finalement de dresser un bilan de cette aventure folle qu'ils venaient de vivre. Et ça, c'était assez inestimable. Vous êtes aussi devenu un membre du groupe, un membre de l'équipe pendant les 3 semaines que vous avez passées avec les 2 différentes équipes. Comment vous avez trouvé, vous, votre posture vis-à-vis d'eux? Parce qu'on ne peut pas garder de la distance quand on est enfermé 3 semaines avec des gens. C'est tout à fait juste. J'essayais, moi, tout le temps de garder un regard extérieur et en même temps, très vite, leur façon à eux de casser la barrière et la limite, ou en tout cas
la barrière du rôle, c'est-à-dire le micro, ça a été de m'inclure dans leur groupe. Et paradoxalement, je pense que c'est cette intégration qui a créé de la confiance et qui fait que j'ai obtenu aussi ces témoignages et la qualité, la valeur et la beauté de ces témoignages. C'est parce que je n'étais plus le journaliste extérieur qui vient arracher des informations et tirer l'air du nez. J'étais un confident, un camarade et quelqu'un en qui on pouvait avoir confiance, quoi. Les autres stars de ce documentaire, ce sont les oiseaux, notamment les manchots Adélie. Comment on met en scène des personnages qui ne sont pas humains dans un documentaire sonore ? La première chose qu'on voit quand on arrive à la station du Mont d'Urville, c'est les manchots qui sont littéralement partout, puisque la station est vraiment au milieu de la manchotière. Donc il n'y a pas des dizaines, il n'y a pas des centaines, il y a des milliers de manchots. Et effectivement, c'est un vrai personnage parce que c'est là que la science se déroule, en fait, ou en tout cas que le plus grand nombre de recherches se produit. Et puis parce que les ornithologues sont des gens assez particuliers qui ont effectivement ce rapport extrêmement proche, extrêmement intime, extrêmement curieux avec les oiseaux. Ça a été tout de suite, par exemple, l'idée de consacrer au moins 2, voire 3 épisodes aux oiseaux, parce qu'ils sont tellement partout, ils sont tellement omniprésents par la vue, par l'odeur aussi, parce qu'une manchotière, ça sent quand même vraiment particulièrement fort. Et puis voilà, et puis c'est assez dingue de vivre au milieu de ces oiseaux sauvages qui s'approchent de vous, qui vous regardent. Bref, de vivre au milieu d'une colonie où on se rend compte que vraiment, c'est nous qui sommes évidemment pas à notre place et qu'on est chez eux, quoi. Je voudrais qu'on parle un petit peu de l'ambiance sonore que vous avez créée dans le documentaire, toute l'utilisation à la fois de la musique et des sons que vous avez captés là-bas, des oiseaux, du vent, de vos pas dans la neige. Comment vous avez décidé de l'identité sonore du documentaire ? C'est évidemment la beauté totale du documentaire sonore, c'est que on raconte des images avec du bruit. Et donc, moi, tout ce que je voyais, tout ce à quoi j'assistais, j'avais envie d'en témoigner, j'avais envie de l'incarner. Donc, dans les fameuses 46 heures de rush, il y a beaucoup d'ambiance. C'est-à-dire que je suis parti, j'ai tourné la manchotière pendant des minutes et des dizaines de minutes. Les pas dans la neige, je les ai beaucoup tournés aussi. L'hélicoptère. Et puis, en fait, ces sons-là, non seulement ils sont importants pour construire l'atmosphère et l'ambiance sonore, ils sont aussi extrêmement importants pour pouvoir ensuite raccorder et faire du montage. Parce que, par exemple, pendant l'été, donc à du Mont d'Urville, l'hélicoptère tourne tout le temps parce que tout le monde travaille en permanence. Donc, dès qu'on fait un son dehors, on a l'hélicoptère. Donc, si j'ai pas un hélicoptère derrière pour raccorder, et ben, du coup, ça fait des trous dans la raquette, en fait. Et puis, il y a tellement d'atmosphères sonores différentes qui rendent compte à la fois du côté hyper industriel, par exemple, de la centrale thermique qui fait un boucan absolument terrible. Quand on sort, on est tout le temps, vraiment, on entend la manchotière en permanence. Encore une fois, on la sent beaucoup, mais on l'entend parce que les manchots font un boucan pas possible. Et voilà, et c'est ça la magie du documentaire sonore. Au début des épisodes, vous dites un reportage de Nicolas Martin. J'ai une petite question sémantique. Pour vous, c'est plus un reportage qu'un documentaire ? C'est mon réalisateur qui a choisi le mot reportage parce qu'il trouvait qu'effectivement, la forme ressemblait plus finalement à du reportage qu'à du documentaire. Un documentaire, on suppose qu'il peut y avoir des séquences d'ambiance, mais qu'il y a aussi de l'archive, des entretiens, on décrit quelque chose, finalement un objet, alors que là, finalement, c'est plutôt une chronique quotidienne de ce que j'ai vécu, de ce que j'ai vu, des gens que j'ai rencontrés. Très chronologique, hein, sur les 10 épisodes. Dans l'ensemble, la chronique est vraiment... C'est comme un récit de voyage. En fait, c'était vraiment l'intention, mais ça, c'était l'intention depuis le début, dès qu'on en avait parlé avec Sandrine Trainer. L'idée, c'était vraiment de ce récit de voyage, un peu immersif, où moi j'ai choisi d'être très discret, c'est-à-dire finalement à part mes petits mots de présentation au début, on m'entend assez peu, je voulais pas commenter les choses, je voulais vraiment que les auditrices et les auditeurs m'accompagnent et entendent un peu en même temps que moi, un peu avec la même naïveté que j'avais pu avoir moi quand j'y étais, quand j'étais sur place. Oui, en fait, la seule voix que vous avez réenregistrée, j'imagine, en rentrant à Paris, c'est ce que moi j'appelle votre journal de bord. Quand vous dites au début de chaque épisode, on est à telle date, on est à tel endroit, voilà de quoi on va parler, c'est ça ? C'est ça, et c'est vraiment toujours quelques phrases au début. Parfois, il m'arrive de revenir rapidement dans le cours des épisodes, mais c'est toujours parce qu'il faut présenter quelqu'un et c'est toujours des interventions assez rapides finalement. On a très très peu enregistré et là aussi c'était vraiment l'intention parce que je pense que ça fait partie de la forme qu'on voulait pour ce docu. Je crois savoir que vous venez de tourner une sorte de saison 2 qui n'est plus en Antarctique. Est-ce que vous pouvez nous en dire 2 mots ?
Absolument, ce sera donc, diffusé cet été, dans la matinale et on va troquer, les glaces de l'Antarctique par, les hauts sommets, du Chili et on va aller passer l'été à essayer de regarder les étoiles. Merci beaucoup Nicolas Martin. Merci Mathilde. J'espère que ça vous a donné envie d'écouter ou de réécouter Un été en Antarctique. Vous pouvez retrouver la série sur le site ou l'application de Radio France, mais attention, elle a été rediffusée en 2020, mais amputée de 2 épisodes sur 10. Je vous conseille donc de scroller jusqu'en bas de la page pour trouver tous les épisodes avec les dates de publication de l'été 2019. Merci d'avoir écouté cet épisode de Sans Algo. Abonnez-vous, mettez-nous des étoiles, des cœurs, des likes et surtout partagez le podcast à vos proches en mal de voyage et de manchots, on sait jamais. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres recommandations garanties 100% sans algo. Sans Algo est un podcast de Mathilde Mélin, produit et réalisé par Slate.fr sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Septem-Ours. Merci à l'inénarrable Victor Benamou pour l'enregistrement, le montage et le mixage.